15 000 milliards de dollars, effacés en 48 heures. Vendredi, les métaux précieux ont subi leur pire crash en 40 ans. Samedi, le Bitcoin a plongé sous les 80 000 dollars pour la première fois depuis avril 2025. Et pendant que les marchés brûlaient, le gouvernement américain a fermé ses portes. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement dans le système financier mondial. Car derrière ces chiffres, il y a un mécanisme que personne ne vous montre à la télévision. Commençons par les faits bruts. Jeudi 29 janvier, l'or a atteint un sommet historique de 5 595 $ l'once. L'argent a touché 121 $, soit une hausse de 68% rien qu'au mois de janvier, sa plus forte progression mensuelle depuis décembre 1979. Des niveaux jamais vus dans l'histoire. Et puis, en l'espace de quelques heures, tout s'est effondré. L'or a perdu jusqu'à 12% en une seule séance, passant de 5 600 à 4 700 $. Selon Bullion Vault, 3 400 milliards de dollars de capitalisation ont été volatilisés du marché aurifère. L'argent a chuté de 36% en intrajournalier, passant de 121 $ à 75 $ l'once. C'est la pire journée pour l'argent de toute l'histoire moderne. Le cuivre a perdu plus de 3% après avoir atteint 14 000 $ la tonne pour la première fois, et le platine a chuté de plus de 10%. Ce n'est pas un seul métal qui a craqué, c'est tout le complexe des matières premières qui a tremblé. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur derrière ce crash qui va déterminer la direction des métaux précieux pour les 2 prochaines années. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer d'abord ce qui a vraiment déclenché cette panique. Le déclencheur officiel tient en 2 mots, Kevin Warsh. Le vendredi 30 janvier, Donald Trump a officiellement nommé cet ancien gouverneur de la Réserve fédérale pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Banque centrale américaine. Warsh a 55 ans, il a été nommé à la Fed par George W. Bush en 2006 et il a traversé la crise de 2008 depuis l'intérieur de l'institution. Et le marché le perçoit comme un faucon de l'inflation, quelqu'un qui ne baissera pas les taux aussi vite que les investisseurs l'espéraient. Le dollar s'est renforcé instantanément, les rendements obligataires ont grimpé, et les métaux précieux, qui ne rapportent aucun intérêt, sont devenus soudainement moins attractifs pour des milliards de dollars de capitaux. Mais la nomination de Warsh n'est que le déclencheur visible. La vraie question, c'est pourquoi le marché a réagi avec une telle brutalité. L'argent avait grimpé de 68% en un seul mois, les indicateurs techniques étaient en zone de surachat extrême, et l'indice de force relative de l'or avait atteint 90, le plus haut niveau en plusieurs décennies. Quand un marché est aussi surchauffé, il suffit d'une étincelle. Et le CME, la bourse des contrats à terme de Chicago, a ajouté du combustible en relevant les marges sur les contrats d'argent à 11%. Les spéculateurs qui avaient pris des positions longues avec 25 000 $ de marge se sont retrouvés à devoir déposer 66 000 $ du jour au lendemain. Résultat, des liquidations forcées en cascade, des ordres stop déclenchés les uns après les autres et des algorithmes de trading à haute fréquence qui ont amplifié la chute. En quelques heures, le marché de l'argent est passé d'une euphorie historique à une capitulation totale. Mais derrière ce chaos, il y a un élément fondamental que cette correction ne change absolument pas. Le marché de l'argent est en déficit structurel pour la 5e année consécutive depuis 2021. Selon le Silver Institute, le déficit cumulé depuis 5 ans atteint environ 820 millions d'onces, soit presque une année entière de production mondiale. La production minière stagne autour de 813 millions d'onces par an. Et elle ne peut pas répondre rapidement aux signaux de prix, parce que l'argent est souvent un sous-produit de l'extraction d'autres métaux. Et la demande ne fait qu'accélérer, portée par les panneaux solaires, les véhicules électriques et l'infrastructure des centres de données pour l'intelligence artificielle. Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est le crash des métaux et son déclencheur, les marges, les liquidations en cascade, le déficit structurel de l'argent. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données précises des restrictions d'exportation chinoises entrées en vigueur le 1er janvier 2026, les 44 entreprises autorisées à exporter, et ce que cela signifie pour l'approvisionnement mondial. Deuxièmement, la déconnexion exacte entre le marché papier et le marché physique, avec les primes à Shanghai qui ont dépassé 40% pendant le crash. Troisièmement, le calendrier critique des inventaires du COMEX et de la LBMA et le point de rupture potentielle du système de prix papier. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus l'argent, le dollar, les banques centrales et chaque nouvelle documentation que je publie, un accès, toutes les analyses, pour toujours.
lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé sur le marché des crypto-monnaies. Car pendant que les métaux brûlaient, la contagion se propageait. Le Bitcoin a plongé sous les 80 000 $ samedi, tombant à 78 479 $, son plus bas niveau depuis avril 2025. 1,7 milliard de dollars de positions ont été liquidés rien que le jeudi. Plus de 270 000 traders anéantis en 24 heures selon CoinGlass. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent, les cryptos, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons avec les détails qui comptent. Et il y a un chiffre dans le crash crypto qui devrait vous inquiéter plus que tous les autres. Strategy, l'ancienne MicroStrategy dirigée par Michael Saylor, détient actuellement 712 647 bitcoins, acquis pour un total de 54 milliards de dollars, à un prix moyen de 76 037 $ par bitcoin. Vous comprenez ce que cela signifie? Avec le bitcoin à 78 000 $, Strategy se trouve à peine 5% au-dessus de son prix de revient. Si le bitcoin descend sous les 76 000 $, la plus grande entreprise publique détentrice de bitcoin au monde sera officiellement en perte sur l'intégralité de ses positions. C'est un seuil psychologique majeur, car Strategy est devenu le symbole de la stratégie d'accumulation institutionnelle de bitcoin. Si Saylor passe dans le rouge, les gros titres vont suivre, et avec eux, une nouvelle vague de panique. Et Saylor n'a pas ralenti ses achats, loin de là. Rien que la semaine du 26 janvier, Strategy a acquis 2932 bitcoins supplémentaires pour 264 millions de dollars, à un prix moyen de 90 000 $ par unité. C'est plus de 40 000 bitcoins achetés rien qu'en janvier 2026, financés principalement par l'émission de nouvelles actions et de titres de préférence. Le problème, c'est que la valeur nette des actifs de Strategy par rapport à son cours de bourse est tombée à environ 0,94, ce qui signifie que l'action se négocie désormais en dessous de la valeur des bitcoins qu'elle détient par action. Quand cette prime devient négative, le modèle entier de Saylor, qui consiste à émettre des actions à prime pour acheter plus de bitcoin, commence à s'effondrer, et les analystes ne sont pas rassurés. Glassnode a identifié une poche de gamma négatif de 1,250 milliard de dollars autour des 80 000 $. Si ce niveau cède proprement, le risque de voir le bitcoin revisiter la zone des 70 à 75 000 $ augmente considérablement. Peter Brandt, un trader vétéran reconnu dans le milieu, a publié un graphique montrant que le bitcoin pourrait descendre jusqu'à 66 800 $. Pendant ce temps, l'analyste Michael Van de Poppe a déclaré que le bitcoin avait absorbé tous les niveaux de liquidité clés et n'avait pas besoin de descendre sous les 80 000 $ pour déclencher un retournement haussier, à condition de casser les 87 000 $ à la hausse. Les signaux sont donc contradictoires, ce qui est en soi un indicateur de l'incertitude extrême qui règne sur les marchés. Maintenant, prenons du recul et connectons les points. Car ce que nous vivons en ce moment n'est pas un événement isolé, c'est une convergence. Et quand je dis convergence, je pèse mes mots. En 48 heures, nous avons assisté au plus grand crash des métaux précieux en 40 ans, à la poursuite de la chute du Bitcoin vers des niveaux critiques, à la nomination d'un nouveau président de la Fed perçu comme un faucon, à une fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, et à des explosions en Iran dans un contexte de tension militaire extrême avec les États-Unis. Chacun de ces événements, pris isolément, suffirait à provoquer de la volatilité sur les marchés, mais ensemble, ils forment quelque chose de bien plus préoccupant. Parlons d'abord de la Chine et de l'argent, car c'est l'élément que le marché n'a pas encore pleinement intégré. Le 1er janvier 2026, le ministère chinois du Commerce a mis en place un nouveau système de licences pour les exportations d'argent. Ce n'est pas un embargo total, mais c'est un changement fondamental. Désormais, seules les grandes entreprises approuvées par l'État peuvent exporter de l'argent. Pour obtenir une licence, une entreprise doit produire au minimum 80 tonnes d'argent par an et disposer de lignes de crédit d'au moins 30 millions de dollars. Ces critères excluent de fait des centaines de petits et moyens exportateurs qui alimentaient jusqu'ici les marchés mondiaux. Et la Chine contrôle entre 60 et 70% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné. Selon CNBC, la Chine a nommé 44 entreprises autorisées à exporter pour les années 2026 et 2027. Elon Musk lui-même a réagi sur sa plateforme X en déclarant que ce n'est pas une bonne nouvelle et que l'argent est nécessaire dans de nombreux processus industriels. Cette stratégie n'est pas nouvelle. C'est exactement la même approche que la Chine a utilisée avec les terres rares, le tungstène et l'antimoine.
contrôler l'exportation d'une ressource stratégique pour créer un levier géopolitique. Et l'argent est désormais officiellement classé comme minéral critique par les États-Unis depuis novembre 2025. Selon le Securities Times chinois, cette politique place l'argent au même niveau réglementaire que les terres rares, ce qui veut dire que Pékin peut à tout moment resserrer encore les contrôles, passant de restrictions partielles à des interdictions complètes selon les circonstances géopolitiques. Mais il y a un aspect de ces restrictions que très peu d'analystes mentionnent. En octobre 2025, juste avant l'annonce des nouvelles règles, la Chine a exporté plus de 660 tonnes d'argent en un seul mois, un record absolu. Une grande partie de ces livraisons est allée vers les entrepôts des centres financiers occidentaux, comme Londres et New York. Les exportateurs chinois ont accéléré leurs livraisons avant que les nouvelles restrictions n'entrent en vigueur, ce qui signifie que les stocks qui ont été temporairement reconstitués en Occident vont maintenant s'épuiser sans être remplacés au même rythme. C'est l'essence même d'une crise d'approvisionnement en formation. Et pendant que la Chine verrouille ses exportations d'argent, la situation géopolitique s'embrase. Samedi 31 janvier, une explosion a frappé un immeuble de 8 étages dans la ville portuaire iranienne de Bandar Abbas, tuant au moins une personne, une fillette de 4 ans, et blessant 14 autres. Les autorités iraniennes ont attribué l'explosion à une fuite de gaz, mais le contexte rend cette explication difficile à accepter sans question. Bandar Abbas abrite le port à conteneurs le plus important d'Iran, situé sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial transporté par voie maritime. Des rumeurs ont circulé affirmant qu'un commandant de la marine des gardiens de la Révolution avait été visé, ce que le corps des gardiens a nié, tout comme Israël a nié toute implication. Le même jour, une autre explosion à Avaz, dans le sud-ouest de l'Iran, a tué 5 personnes, et d'autres incidents ont été signalés à Karaj et à Paran près de Téhéran. Tout cela se produit dans un contexte explosif. Donald Trump a déclaré le 22 janvier qu'une armada se dirigeait vers l'Iran. Vendredi, plusieurs sources ont indiqué qu'il évaluait des options incluant des frappes ciblées contre les forces de sécurité iraniennes. Ali Larijani, un haut responsable iranien de la sécurité, a déclaré samedi sur X que les arrangements structurels pour des négociations progressaient, mais aucun signe public de pourparlers directs n'a été confirmé. Et un détail révélateur, les exercices navals conjoints prévus entre l'Iran, la Chine et la Russie dans le détroit d'Ormuz ont été annulés selon Al-Mayadeen. La Chine et la Russie ne déployant pas de forces navales dans la région avant la mi-février au plus tôt. Quand vos alliés annulent un exercice militaire conjoint dans un moment de tension, ce n'est généralement pas un signe de confiance. Et au milieu de tout cela, le gouvernement fédéral américain a entamé une fermeture partielle à minuit, le 31 janvier. Le Sénat a voté le paquet de financement par 71 voix contre 29 vendredi soir, mais la Chambre des représentants est en congé et ne votera pas avant lundi au plus tôt. Le désaccord porte principalement sur le financement du département de la sécurité intérieure, dans un contexte de colère démocrate après la mort de manifestants lors d'opérations d'immigration à Minneapolis. Le leader démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, a déclaré samedi que les démocrates ne faciliteraient pas l'adoption rapide du paquet de financement, ce qui pourrait prolonger le shutdown au-delà du week-end. Un shutdown partiel, même bref, ajoute une couche supplémentaire d'incertitude à des marchés déjà sous pression maximale. Alors, que faut-il attendre de lundi ? C'est la question que tout le monde se pose, et la réponse honnête, c'est que personne ne le sait avec certitude. Mais nous pouvons examiner les 2 scénarios les plus probables. Le scénario baissier d'abord. Si la crise de liquidité qui a frappé les métaux vendredi se propage aux actions lundi, nous pourrions voir une nouvelle cascade de ventes. Les marchés asiatiques ouvrent en premier, et si la Chine, le Japon et Hong Kong démarrent en forte baisse, cela donne le ton pour l'Europe, puis pour les États-Unis. Les appels de marge ne se soucient pas de votre thèse d'investissement. Dans la première phase d'une crise, tout se vend, même les actifs refuges, car les investisseurs cherchent du cash pour couvrir leurs pertes. C'est exactement le schéma de mars 2020. Lors du crash du Covid, l'or et l'argent ont d'abord baissé avec tout le reste, avant de rebondir violemment quand la phase de liquidation s'est terminée. Si le Bitcoin perd les 76 000 $ et que Strategy passe dans le rouge, c'est un gros titre mondial qui déclenche encore plus de ventes en chaîne. Si les tensions avec l'Iran s'aggravent ce week-end, si le shutdown se prolonge, alors lundi pourrait être brutal pour toutes les classes d'actifs. Mais il y a aussi un scénario haussier, et il repose sur la mécanique même du crash. Les marchés ne font pas que détruire de la valeur lors d'un effondrement, ils redistribuent les positions. Les mains faibles, ceux qui étaient surendettés et qui ont été forcés de vendre au plus bas, sont maintenant hors du marché. Le marché physique de l'argent reste extrêmement tendu. Les détenteurs en Chine et en Inde n'ont pas vendu.
Les primes physiques à Shanghai dépassaient 40% pendant que le prix papier s'effondrait, ce qui révèle une déconnexion profonde entre le prix des contrats à terme et la réalité du métal physique. Les restrictions d'exportation chinoises vont continuer à comprimer l'offre dans les mois qui viennent, et les fondamentaux physiques de l'argent restent exceptionnellement solides. 5 ans de déficit structurel, 820 millions d'onces de déficit cumulé, et une demande industrielle qui ne faiblit pas. Si les liquidations sont terminées et que les mains faibles ont été purgées, le rebond pourrait être violent. L'histoire des marchés montre que les phases de peur extrême sont souvent le terreau des plus grandes opportunités, mais à une condition essentielle. Il faut que le processus de purge soit achevé, et tant qu'il ne l'est pas, toute reprise reste fragile. Ce qu'il faut surveiller dans les prochaines heures. Premièrement, les futurs de Shanghai dimanche soir, heure européenne. Si l'argent tient à Shanghai, le physique ne panique pas. Si Shanghai plonge, la pression vendeuse est mondiale. Deuxièmement, le Bitcoin, ce week-end, stabilisation au-dessus de 80 000 $ signifie haussier pour lundi, cassure sous 76 000 signifie baissier, et si Strategy entre en zone de perte, c'est un catalyseur de panique supplémentaire. Troisièmement, l'Iran, toute escalation militaire met le feu au marché, toute avancée diplomatique les soulage, et quatrièmement, le vote de la Chambre américaine. Lundi, une fin rapide du shutdown stabilise, une prolongation déstabilise davantage. 3 points clés pour conclure. Premier point, nous venons de vivre un événement historique, le plus grand crash de l'argent jamais enregistré, combiné à la plus forte baisse de l'or en 40 ans, suivi immédiatement par un effondrement crypto avec 1,7 milliard de liquidations. La question pour lundi est simple, est-ce terminé ou est-ce le début de quelque chose de plus profond? Deuxième point, les fondamentaux n'ont pas changé. 5 ans de déficit structurel, restrictions chinoises sur les exportations, demande industrielle en accélération avec le solaire, les véhicules électriques et l'intelligence artificielle. Un crash d'un jour ne change pas ces réalités, et quand les prix reviennent à des niveaux attractifs, les acheteurs fondamentaux reviennent. Troisième point, la convergence de crises géopolitiques, des explosions en Iran au shutdown américain en passant par la guerre commerciale sur les matières premières critiques, crée un environnement où la volatilité n'est pas l'exception mais la norme. Ceux qui comprennent que les mécanismes derrière ces mouvements sont ceux qui transforment la volatilité en opportunité. Ceux qui ne comprennent pas sont ceux qui paniquent et les vendent au pire moment. La différence entre les deux, c'est l'information. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous à cette chaîne. Nous publions des analyses factuelles et documentées sur les métaux précieux, les crypto-monnaies, le dollar et les forces géopolitiques qui façonnent vos finances sans sensationnalisme, sans promesses, juste les données et leur contexte. Activez la cloche pour ne rien manquer, car les prochains jours vont être déterminants, et je serai là pour vous montrer ce que les autres ne montrent pas. On se retrouve très bientôt.